autres que vous avez prononcées en écoutant Jean-Marc Coicot évoquer la question du pardon et du droit après la guerre civile américaine. Alors c'est un tout autre continent et un temps plus lointain que le professeur Jean-Marc Coicot va nous présenter pour poursuivre cette réflexion sur pardon et justice. Vous êtes professeur de droit et relations internationales, directeur de la division des affaires globales à l'université de Rutgers. Du reste, avant cette fonction, vous avez exercé plusieurs responsabilités dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et à l'Université des Nations Unies. Et c'est fort de cette riche expérience que vous allez revenir sur la guerre américaine de 1861-1865, guerre fratricide, qui, un siècle et demi après, laisse des traces entre pardon et sans doute parfois quelque amertume. C'est ce que vous allez nous exposer tout en tentant de tirer les leçons générales à partir de cet exemple à la fois ancien et proche. Vous avez la parole. Voilà, merci. Tout d'abord, je veux remercier évidemment les... Il faut parler, il faut le déplacer, voilà. Voilà, oui, donc merci. Tout d'abord, je veux bien évidemment remercier les organisateurs de cette conférence, de ce colloque, tout spécialement Monsieur Delabarre d'avoir eu la gentillesse de m'inviter aujourd'hui. J'en suis sincèrement honoré. On m'a donc demandé de parler ce matin de la guerre civile américaine et des enjeux de pardon et de droit qui y sont associés. Dans les 20 minutes de ma présentation, il ne me sera pas possible, bien évidemment, d'offrir une analyse complète de ces enjeux. Je me contenterai donc simplement de mettre en avant quelques faits et quelques idées qui me paraissent importants concernant le pardon, le droit et la guerre civile américaine. Et plus précisément, je me propose d'aborder 4 aspects principaux. Premièrement, j'évoquerai en quelques mots les causes de la guerre civile et deux de ses principales modalités pour planter un peu le décor. Planter le décor est important parce que l'histoire de la guerre civile américaine est un peu compliquée et pas forcément très bien connue des non-spécialistes. Et cela aussi permet, en plantant le décor, de comprendre les termes du pardon, de l'amnistie en fait, son étendue et ses limites dans le contexte de la guerre civile américaine. Deuxièmement, je passerai en revue les politiques de droit et de pardon durant l'après-guerre civile. En fait, ça commence durant la guerre civile. Troisièmement, je dirais que loin d'être une affaire qui relève uniquement du passé, certaines des questions de pardon et de droit liées à la guerre civile continuent d'être aujourd'hui d'actualité aux États-Unis. Et puis, en guise de conclusion, j'essaierai d'évoquer quelques leçons du cas américain à usage général. Alors donc, comme vous l'avez mentionné, la guerre civile américaine dure 4 ans, du printemps 1861 au printemps 1865. Et pour faire vite, on peut dire que l'élection à la présidence de Lincoln en novembre 1860, la sécession des États du Sud, la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas sont quelques-uns des éléments déclencheurs de la guerre civile. Mais bien évidemment, ces éléments déclencheurs s'inscrivent eux-mêmes dans une dynamique de cause plus profonde, plus structurelle de la guerre civile. Et j'en citerai 3 ici. Premièrement, il y a à l'époque donc la perte graduelle de centralité des États du Sud dans l'histoire américaine de la seconde partie du XIXe siècle, perte de centralité qui inquiète en fait à l'époque les États du Sud et envenime la relation de ces États avec le Nord. En fait, il faut se souvenir que beaucoup plus que les États du Nord, les États du Sud sont au cœur de l'histoire politique, culturelle et économique des débuts de la République américaine. Et pour un certain nombre de raisons, cette centralité disparaît dans la seconde partie du XIXe siècle. Une autre cause structurelle de la guerre civile est également la pomme de discorde entre les États du Sud et ceux du Nord concernant le statut et l'avenir des nouveaux États de l'Ouest américain. C'est une question importante pour comprendre en fait comment cela a joué un rôle dans
le déclenchement de la guerre civile. Il faut se souvenir qu'entre 1845 et 1848, les États-Unis deviennent une nation transcontinentale en 3 ans, en effet, par le biais de politiques d'annexion, de négociations et de guerre, notamment avec le Mexique. Les États-Unis accroissent de plus de 50% leur superficie, essentiellement à l'ouest, avec l'acquisition du Texas, du Nouveau-Mexique, de la Californie et de l'Oregon. Et en fait, avec l'acquisition des nouveaux territoires dans l'ouest des États-Unis, dans les années 1850, une des grandes questions devient très vite celle de savoir si oui ou non les nouveaux États vont être esclavagistes, comme les États du Sud, et ouverts ou non aux esclaves en rupture de ban et désireux de tenter leur chance dans les nouveaux territoires. Et cela m'amène à la troisième et dernière cause structurelle, si vous voulez, de la guerre civile, évidemment la question de l'esclavage. Et de ce point de vue, vers la fin des années 50, 1850, Lincoln, politicien républicain et candidat à la présidence des États-Unis en 1860, n'est pas, pourrait-on dire, un abolitionniste absolu. C'est d'autant plus le cas qu'il est aussi captif des préjugés de son temps et voit la population noire comme étant inférieure à la population blanche. Par contre, ce qui lui paraît tout à fait inacceptable pour l'avenir des États-Unis, c'est que les États-Unis, qui se présentent de par leur constitution comme le pays de l'égalité des droits de l'homme, mais sont d'ores et déjà, à l'époque, la plus grande nation esclavagiste du monde, avec environ 4 millions de personnes esclaves, essentiellement dans le Sud. Donc, ce qui lui paraît inacceptable, c'est que les États-Unis puissent devenir encore plus une nation d'esclaves, avec l'adoption de politiques esclavagistes dans les nouveaux territoires de l'Ouest. Et donc c'est en particulier sur le refus d'ouvrir les nouveaux territoires de l'Ouest à la culture esclavagiste qu'il fait campagne en 1860. Et c'est dire qu'une fois élu, la sécession du Sud est presque inévitable. Maintenant, deux mots peut-être sur les modalités de la guerre civile. Ça me paraît important. Tout d'abord, il y a le nombre des tués. 620 000 morts, 360 000 du côté du nord et 260 000 du côté du sud, ce qui est évidemment un chiffre énorme. Aujourd'hui, compte tenu de la population américaine, ça correspondrait à 5 millions de morts. Donc c'est vraiment un traumatisme historique important. Et l'autre aspect qui est important, pour comprendre encore une fois les termes du pardon et de l'amnistie à venir, et les débats qui entourent ces termes, l'autre aspect est que la guerre se déroule essentiellement dans les États du Sud, Virginie, Maryland, les 2 États de la Caroline, etc., et non pas dans le Nord. C'est dire que donc les destructions en termes d'infrastructures, etc., se font principalement ressentir dans le Sud. Donc cela m'amène à l'aspect principal de ma présentation, celui du pardon et du droit, donc dans la période d'après-guerre civile. Et puisque c'est le Nord qui remporte la guerre civile, il faut d'emblée dire que c'est le Nord qui se retrouve en position de droit comme position de fait, de dicter les termes du pardon et du droit dans l'après-guerre civile. Et toujours est-il qu'en ce qui concerne cette question du pardon et du droit en relation avec la guerre civile, je pense qu'il faut distinguer 3 moments importants. Tout d'abord, le moment, ce qu'on pourrait appeler le moment Lincoln. Ensuite, les initiatives et politiques en termes de pardon et de droit durant la période dite de reconstruction, qui va à peu près de 1863-1865 jusqu'en 1877. Et enfin, la question du droit et du pardon après cette période dite de reconstruction qu'on pourrait dater de 1877 jusqu'à peut-être 1960, les années 60. Lincoln, qui a été donc réélu pour un second terme à l'automne 1864, était en faveur d'une approche à la fois de principe et pragmatiste une fois la guerre terminée. Et il commence à mettre en œuvre cette approche avant même que la guerre termine. De sorte que, bien qu'il soit assassiné en 1865, quelques jours avant la fin officielle de la guerre, c'est avec lui, alors que donc la guerre fait encore rage, que se met en place la politique de réconciliation et de pardon avec le Sud.
Et cette politique de réconciliation et de pardon mise en œuvre par Lincoln se compose, à mon avis, de deux grands éléments. Réinsertion du Sud dans les États-Unis et émancipation des esclaves. Alors la préservation de l'Union, de l'entité fédérale, des États-Unis comme entité une, et donc à terme, après la guerre, la réinsertion des États du Sud dans l'Union, et dès le départ, un but de guerre et un but de paix essentiel de Lincoln. Et de ce point de vue, le statut des États du Sud et de leur relation avec la République est le premier enjeu au cœur du processus de réconciliation. Et ici, les questions sont les suivantes. Les États du Sud avaient-ils le droit, sur le plan constitutionnel, de faire sécession? Quel doit être leur statut après la défaite? Faut-il, après la défaite, les traiter comme des vaincus? Et qui a le droit, au bout du compte, de leur sort, le président ou le Congrès? Et à ces questions, Lincoln entend apporter des réponses à la fois pragmatiques et conciliantes vis-à-vis des États du Sud. Ainsi, dès le mois de décembre 1863, Lincoln annonce un programme généreux de pardon, à entendre ici comme amnistie en fait, sur le plan légal, et promet la reconnaissance par le président des gouvernements des États du Sud où un minimum de 10% des électeurs inscrits pour les élections de 1860 prêteront serment de loyauté à l'Union et où, donc, dans ces États, l'abolition de l'esclavage sera acceptée. Et je le répète, c'est important, il s'agit donc ici, de la part de Lincoln, d'un pardon, d'une amnistie sur le plan légal. Il ne s'agit pas véritablement, pour Lincoln comme pour le Nord en général, de forcer le Sud à reconnaître sur le plan moral des crimes que ce Sud aurait commis, à la fois en termes de sécession et en termes d'esclavage. Je pense que la distinction est importante pour ensuite comprendre les débats qui entourent ces questions et la suite de l'histoire américaine. Précisément concernant l'abolition de l'esclavage, l'autre question clé de la réconciliation entre le Sud et le Nord, Lincoln n'attend pas non plus la fin de la guerre pour prendre l'initiative. En septembre 1862, donc quelques mois après le début du conflit, Lincoln rend public une proclamation d'émancipation très fameuse qui vise à mettre fin à l'esclavage. Et prenant effet en janvier 1863, l'abolition de l'esclavage sera entérinée ensuite en décembre 1865, lorsque le 13e amendement de la Constitution, qui abolit l'esclavage, est officiellement adopté par la Chambre des représentants. Une fois la guerre terminée, à partir de 1865, donc, le processus de reconstruction et de réconciliation au sein de l'Union n'en devient pas plus facile pour autant, en fait, au contraire. Et c'est notamment le cas parce que les successeurs de Lincoln à la présidence n'ont ni son savoir-faire politique, si vous voulez, ni sa hauteur de vue et sa conscience de l'histoire. Ils sont donc moins capables de conduire à bon port la reconstruction et la réconciliation que peut-être Lincoln, s'il avait vécu, en aurait été capable. Toujours est-il qu'ainsi, de 1865 à 1877, période dite de reconstruction, c'est un moment qui devient un moment de désaccord, une période de désaccord et de tension concernant les enjeux et du pardon, en termes de droit également. Une période de désaccord et de tension entre le Nord et le Sud, mais de façon aussi assez intéressante, au sein du Sud et au sein du Nord. Et de ce point de vue, je pense que la période de reconstruction voit se dérouler grosso modo deux tendances. D'une part, il y a un approfondissement et un élargissement, si vous voulez, de la politique d'abolition de l'esclavage et de discrimination raciale. C'est en particulier le sens de l'adoption en juin 1866 du 14e amendement, amendement très important, donc de la Constitution, qui, notamment dans sa section 1, définit comme un citoyen américain toute personne née aux États-Unis ou naturalisée, incluant les Noirs, interdit tout état de porter atteinte aux droits des citoyens et garantit à chacun la protection égale de la loi. Donc on voit aussi cet approfondissement et élargissement
de la politique d'abolition et de lutte contre les discriminations, avec l'adoption d'un autre amendement très important, le 15e, qui interdit aux États du Sud de dénier le droit de vote sur la base de considérations de race, couleur ou conditions de servitude antécédentes. Et on pourrait citer évidemment bien d'autres exemples pour illustrer cette tendance à l'approfondissement et à l'élargissement en termes de politique d'abolition de l'esclavage conçue comme politique de réconciliation. Mais d'autre part, il y a aussi une forte résistance à cette politique de réconciliation, envisagée donc comme fin de la discrimination, dans le Sud, mais aussi à terme, et de manière, à mon avis, plus intéressante peut-être, dans le nord des États-Unis. Alors sur le plan psychologique, très vite dans le Sud se développe une mentalité de victime vis-à-vis du Nord, et de surcroît en matière de législation, les États du Sud essayent très vite de préserver la discrimination par l'adoption de législation, de codes noirs, ce qu'on appelle en anglais black codes, presque aussi restrictifs des droits des populations noires que l'esclavage l'avait été. L'émergence du Ku Klux Klan, une organisation soutenant la suprématie blanche par l'usage de la violence, date également de cette époque, de la fin des années 1860, et est un autre signe de cette résistance à la reconstruction et à la réconciliation. Dans le même temps, à partir du milieu et de la fin des années 1870, on assiste également à une évolution du Nord concernant la reconstruction et la réconciliation. Le Nord, où beaucoup n'avaient, au bout du compte, pas un engagement absolu en faveur de l'égalité raciale, apparaît en effet de plus en plus enclin à favoriser un retour à la paix civile entre le Nord et le Sud, même si cela suppose de laisser se mettre en place dans le Sud de nouvelles formes de suprématie blanche. Si bien que la Cour suprême elle-même, institution judiciaire et politique puissante et symbolique s'il en est, dans une série de décisions interprétant les 14e et 15e amendements de la Constitution, la Cour suprême finit par refuser au gouvernement fédéral toute autorité, tout pouvoir pour faire respecter ces amendements au cœur, supposé être au cœur de la réconciliation entre le Nord et le Sud. Et c'est donc la porte ouverte, évidemment, au retour de législation profondément discriminatoire vis-à-vis des populations noires. Tant et si bien qu'à la fin de la période dite de reconstruction, en 1877, on peut considérer que si le pardon et la réconciliation ont à peu près eu lieu entre les populations blanches du Sud et du Nord, la réconciliation entre les populations noires et blanches n'est plus une vraie priorité au Nord comme au Sud. Et les décennies qui suivent ne font que confirmer cette situation dans le Sud, et ce, en fait, avec la complicité des institutions de l'Union, des institutions fédérales. En 1896, dans une de ses décisions les plus fameuses et les plus funestes, si l'on peut dire, la Cour suprême entérine la ségrégation en faisant valoir qu'il n'est pas de son ressort ou de celui du gouvernement fédéral de protéger les droits des minorités, mais que c'est aux États et aux gouvernements locaux d'assumer cette protection des droits des minorités, ce que le plus souvent les États du Sud, bien évidemment, vont refuser de faire. Si bien qu'entre 1900 et 1920, le système dit Jim Crow, qui instaure la ségrégation légale et systématique entre les races, triomphe dans les anciens États esclavagistes. Et il faudra en fait attendre le mouvement des droits civiques dans les années 60, 1960, pour que les choses commencent à changer à nouveau un peu. Et donc cela m'amène au troisième point de ma présentation, celui de la continuité et de l'actualité de la guerre civile américaine et des questions de pardon et de droit qui lui sont liées. Il me semble qu'au total, aujourd'hui, on peut dire que le pardon et la réconciliation entre les États du Sud et les États du Nord ont dans l'ensemble eu lieu. Certes, des différences de vue et même des animosités, voire du ressentiment, existent et persistent entre les États du Nord et les États du Sud, particulièrement en provenance des États du Sud vis-à-vis du Nord. Mais vraiment, je pense que la réconciliation a eu lieu. Par contre, là où la réconciliation
continue à faire vraiment problème, c'est au niveau des relations entre les populations blanches et africaines-américaines. En 1962, 100 ans donc après la première proclamation d'émancipation de Lincoln, Martin Luther King essaya de persuader le président Kennedy de rendre publique une seconde proclamation d'émancipation sans succès. De sorte que Martin Luther King décida de prendre les choses en main lui-même à la fin du mois d'août de 1963, se tenant sur les marches du mémorial Lincoln à Washington. Donc il prononce son discours, maintenant entré dans l'histoire, I have a dream, j'ai fait un rêve, discours très, très court, comme quoi on peut entrer dans l'histoire à partir d'un discours très court, 15 minutes, qui est un véritable appel à la réalisation d'une justice respectueuse des droits des Noirs américains, mais aussi d'une réconciliation sur un total pied d'égalité entre, je cite, tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les non-Juifs, les protestants et les catholiques. Et si dans les années qui suivent, à force de lutte, des progrès considérables furent faits, assurément le rêve de Luther King est loin d'être réalisé aujourd'hui. Il me semble que l'Amérique reste une nation divisée, ayant seulement en partie surmonté les tensions et conflits entre les communautés raciales, voire religieuses. Je sais bien que lors de l'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis, on a parlé de l'avènement d'une Amérique post-raciale. De mon point de vue, je pense que c'est à la fois une illusion et une erreur d'analyse. Les préjugés qui séparent les uns des autres aujourd'hui, encore, ne sont jamais loin de la surface, et il suffit d'un rien pour souvent les ranimer. Ce qu'on a vu cet été à Ferguson en est une illustration. De sorte qu'après la première proclamation d'émancipation de Lincoln, après celle de Luther King, c'est peut-être maintenant une troisième proclamation d'émancipation concernant cette fois toutes les communautés et leurs relations qui peut-être il faudrait encourager. J'ai bien conscience que c'est probablement quelque chose qui n'est pas arrivé, mais peut-être que c'est quelque chose à quoi il faudrait penser. Donc pour terminer, quelles sont quelques-unes des leçons que l'on peut tirer du cas américain pour un usage général sur la question du pardon et du droit au service d'une plus grande justice? Pour aller vite, j'en retiendrai 3 ici. Tout d'abord, on voit combien, avec l'analyse du cas américain, réussir une réconciliation après une guerre civile constitue une chose complexe et qui prend du temps, beaucoup de temps. Même pour un pays comme les États-Unis, avec les atouts que les États-Unis ont, on voit que la reconstruction et la réconciliation ont pris du temps, ont été des sources de tensions et de conflits, et plus important, n'ont pas été entièrement réussis, puisque la discrimination raciale reste vraiment un problème. Donc il n'est pas étonnant que lorsque des guerres civiles éclatent dans des pays fragiles et mal ou moins bien dotés, la reconstruction et la réconciliation, trouver avec succès, si vous voulez, le chemin du pardon et du droit au service de la justice, sont des entreprises souvent aléatoires et longues. Première leçon. Deuxième leçon, c'est que ce processus de reconstruction et de réconciliation, dans le cadre de la guerre civile américaine et dans l'après-guerre civile américaine, en fait, c'est fait dans le contexte américain, donc, sans beaucoup de retour sur soi, d'auto-analyse, si je puis dire, à la fois sur le plan des institutions et des acteurs. Cette absence d'auto-analyse, de retour sur soi, est frappante en ce qui concerne la question noire, qui, à ce jour, reste un sujet de conversation très difficile aux États-Unis, en dépit du fait que les États-Unis ont un président noir. Et d'ailleurs, je dirais ici que cette absence de retour sur soi qui caractérise les modalités de la réconciliation et de la reconstruction de l'après-guerre civile aux États-Unis est une des caractéristiques de la politique et de la culture américaine. On a pu voir cela dans le cadre des attaques terroristes du 11 septembre 2001 et de la manière dont les Américains ont géré, ont réagi aussi à ces attaques. Je pense que les États-Unis, à mon avis, dans leur manière de réagir, donc, n'ont pas su bien tirer profit de ces événements pour réfléchir à leur rôle et responsabilité dans l'histoire contemporaine du monde. De sorte que
Il tend à en aller de même aujourd'hui de la culture de mémoire mise en avant par le Mémorial et Musée national du 11 septembre, ouvert en 2005 en bas de Manhattan. Toujours est-il que cette résistance à faire retour sur soi dans le contexte américain contraste avec le fait que maintenant, de plus en plus, les processus de réconciliation et de pardon après les guerres civiles intègrent une dimension de retour sur soi, de réflexion sur les fautes et les crimes commis de part et d'autre. Et c'est là, évidemment, un aspect essentiel de la réconciliation avec l'autre, et peut-être plus important encore, avec soi, réconciliation avec soi, de la reconstruction de l'autre et de soi, et de la capacité à vivre ensemble après la guerre. En effet, sans ce retour sur soi, il est difficile, me semble-t-il, d'aller vraiment de l'avant d'une manière saine. Lorsqu'on parle de réconciliation, on parle toujours de réconciliation entre soi et autrui, moins souvent de réconciliation de soi à soi. Je pense qu'il n'y a pas de réconciliation de soi entre soi et autrui s'il n'y a pas dans le même temps réconciliation de soi à soi. Et donc, lorsque ce travail de retour sur soi pour aller vers l'autre de manière plus saine n'a pas lieu, eh bien, je pense que la plaie, si vous voulez, continue à puruler et à corrompre la société. On voit beaucoup ça dans les sociétés d'Amérique latine sur lesquelles j'ai travaillé autrefois, où les problèmes ne sont pas réglés. Une troisième et dernière leçon du cas américain, à usage général, et c'est plus une question de ma part qu'une vraie leçon, concerne la question de la mentalité, ce que je pourrais appeler la mentalité victimaire, le fait que se développe une mentalité de victime dans ses relations avec le pardon. J'y ai fait allusion un peu plus tôt. Le sud des États-Unis, très vite, le sud blanc, a développé avant, durant et après la guerre civile une mentalité de victime, et d'une certaine manière, cette mentalité de victime perdure aujourd'hui, encore une fois en dépit de la réconciliation qui a lieu. Le problème est qu'une mentalité de victime, d'une mentalité victimaire, qui est donc différent d'être une victime proprement dit, tend à aller de pair avec une absence de sentiment de responsabilité et de culpabilité pour les fautes éventuellement commises. Ce faisant, donc, il n'y a évidemment ni à demander pardon, ni à penser que l'on a à être pardonné. Donc, une mentalité de victime, si vous voulez, et la dynamique du pardon sont deux choses qui ne font pas bon ménage. Or, aujourd'hui, comme l'a mentionné Madame Delsol hier, on assiste à une inflation de la culture du pardon, mais aussi, à mon avis, à un développement culturel d'une mentalité de victime, sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Chacun aujourd'hui, trop souvent, a tendance à se voir comme la victime de quelqu'un ou de quelque chose. Dès lors, que veut dire ce double développement de la culture du pardon et de la culture de la mentalité victimaire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et ce d'autant plus que les deux, comme je viens de l'indiquer, ne sont pas compatibles. Le pardon relève en partie d'une philosophie de la responsabilité. La mentalité victimaire relève d'une philosophie de l'évasion de la responsabilité. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, individuellement et collectivement, d'être au beau milieu, d'être en partie les acteurs de cette situation? Voilà, j'arrête ici et je vous remercie. Merci, chers collègues, d'avoir évoqué cette question complexe du temps.